quand on crie pour encourager la globalisation de l'intifada, eh bien voilà, l'intifada est globalisée, elle est mondialisée et elle arrive eh bien, en Australie, elle pourrait frapper à la porte de n'importe quel pays. Nous sommes en ligne avec Yigal Palmor. Yigal, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur du département des relations internationales au sein de l'Agence juive. Vous êtes un ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. On a besoin de votre expérience de diplomate et également de porte-parole pour comprendre, d'abord, savoir quelle est la position de l'Agence juive par rapport à ce qui s'est passé hier à Sydney. Bien entendu, je suppose qu'il y a eu des communiqués d'abord de condamnation et bien entendu de tristesse et de douleur face à l'attentat qui a coûté la vie à 15 personnes au sein de la communauté juive de Sydney. Oui, il y a les communiqués, bien entendu. On est choqué par ce qui s'est passé. Il y aura une lettre de la direction internationale de l'Agence juive, y compris de la direction sur place en Australie, une lettre qui sera adressée au Premier ministre australien et qui lui dira assez avec la légèreté avec laquelle vous avez pris les attentats, les tentatives d'attentats et la violence antisémite jusqu'à présent. Une lettre très, très forte, très forte. Mais il y a aussi les faits, donc les émissaires, il y a environ une dizaine d'émissaires de l'Agence juive sur place, ils vont dans les écoles pour travailler avec les jeunes, ils vont essayer de stabiliser la situation dans le domaine éducatif et psychologique. Et en plus, nous dépêchons sur place tout de suite une délégation d'experts en traumatisme et en résilience communautaire pour aider les communautés juives dans toute l'Australie à faire face à cette situation inconnue par eux, une situation de traumatisme collectif. Malheureusement, en Israël, nous en avons l'expérience et à l'Agence juive, nous avons une branche qui s'appelle J-Ready, qui est spécialisée dans les situations de traumatisme et qui aide les communautés à faire face à ce genre de situation. Alors, d'une certaine manière, beaucoup de responsables parmi les autorités israéliennes insistent dans leur réaction sur le fait qu'ils avaient mis en garde, on va dire, les autorités australiennes, en particulier depuis la reconnaissance par l'Australie d'un État palestinien indépendant, mise en garde face au risque d'attentats, au risque d'actes antisémites. Et là, on va plus loin, vous me le disiez hors antenne, c'est un véritable acte terroriste terroriste et antisémite. Est-ce que aussi à l'Agence juive, on avait le sentiment que ce genre d'événement, ce genre de drame pouvait se produire dans cette communauté juive australienne ou peut-être même peut se produire aujourd'hui dans d'autres communautés juives de diaspora ? Oui, malheureusement, ma réponse brève est oui, parce que quand on laisse faire des manifs dans lesquels on crie et on soutient la violence par des comparaisons des juifs, pas des juifs, des sionistes, hein, on aura compris, ce sont des sionistes que l'on compare aux nazis. Vous savez très bien de quoi je parle. Quand on crie pour encourager la globalisation de l'intifada, eh bien voilà, l'intifada est globalisée, elle est mondialisée et elle arrive eh bien en Australie, elle pourrait frapper à la porte de n'importe quel pays. Ce ne sont pas des slogans de colère ou de vision politique, ce sont des appels à la violence extrême et c'est ça qu'il faut comprendre. Et comme on entend ces slogans en France comme en Grande-Bretagne, en Espagne comme aux États-Unis ou au Canada, il faut comprendre qu'il faut les prendre au sérieux. Ce n'est pas seulement une expression de colère. Ce sont des appels à la violence concrète. Maintenant, il faut analyser froidement ce qui se passe en Australie. Parce qu'il y a, je dirais, deux aspects de l'antisémitisme concret. Il y a d'abord les manifs avec la violence dans la rue, hein, les coups, le vandalisme, les tentatives de mettre le feu à des synagogues. C'est très grave et c'est le ressenti
anti-sioniste, anti-juif, anti-israélien qui permet ça, qui permet à l'antisémitisme de tous les jours de s'exprimer par la violence. En même temps, il y a l'antisémitisme d'État, non pas de l'Australie, l'antisémitisme fomenté et organisé par l'Iran. Il y a quelques mois, le gouvernement australien a déclaré que l'Iran organisait des réseaux sur place, des réseaux en Australie préparés à attaquer les Juifs. Et après ces déclarations, l'Iran s'est offusqué, il a rappelé son ambassadeur et les relations sont au plus froid entre l'Australie et l'Iran. Même s'il y a, pardon, Yigal, oui. Ce matin, au sein des forces, on va dire des services de renseignement israéliens, on parle d'une piste iranienne également dans cet attentat, même si on a découvert des drapeaux de Daesh dans le véhicule des deux terroristes. On parle d'une piste iranienne, ça vous semble peu probable ? Il y a une piste iranienne, il ne faut écarter aucune possibilité. En même temps, il paraît que les deux terroristes avaient prêté serment à Daesh, ce qui est aussi tout à fait possible. Donc la piste doit être d'abord un attentat terroriste lié au terrorisme international, c'est-à-dire soit de l'Iran, soit Daesh, soit une autre piste d'un autre État. C'est parfaitement possible. Vous savez, vous vous rappelez sans doute les pistes russes à Paris. Oui. C'est tout à fait possible, même si ce genre de violence, je ne vois pas forcément un lien à la Russie qui essaye juste de semer le chaos. Mais la violence extrême, le shooting, l'assassinat, là je vois plutôt des pistes iraniennes probable ou Daesh. En tout cas, c'est un acte terroriste, purement terroriste, que les forces de sécurité australiennes doivent enquêter et aller jusqu'au bout de l'enquête pour savoir ce qu'il en est, en même temps que utiliser une main de fer, un bras de fer contre l'antisémitisme de rue, auquel on a assisté trop longtemps dans les rues australiennes. De ce que vous savez, est-ce que par exemple le Mossad israélien informe régulièrement les chancelleries occidentales des pays où il peut y avoir des attentats de la possibilité de tels attentats, des risques qu'ils prennent en menant une politique comme les politiques menées par certains pays aujourd'hui qui sont de plus en plus anti-israéliennes ? Oui, ce n'est pas un secret. Le Mossad et le Shin Bet coopèrent avec avec leur homologue dans des pays démocratiques, des pays amis. Et s'il y a des informations qui concernent des possibilités d'attentats dans ces pays, ces informations sont transmises. Bien entendu, il y a une coopération très fluide. Et même si je ne suis pas dans le secret des relations du Mossad avec ses homologues, il est tout à fait évident que le Mossad avait partagé les informations dont il disposait, les renseignements dont il disposait avec les services australiens. Est-ce que c'était des renseignements concrets sur un attentat qui aurait dû se produire le premier jour de Hanouka ou sur un site spécifique ? Oui. Je ne sais pas, mais il y a une collaboration entre services de sécurité, c'est certain. Alors, je voudrais vous ramener à votre mission de chef du département des relations internationales de l'Agence juive. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un plan au sein de l'Agence juive visant à faire monter des communautés d'urgence, parce que à l'Agence juive, il y a toujours eu les communautés de sauvetage des communautés d'urgence, comme cela s'était produit au moment de la fin du rideau de fer pour les pays de l'ex-Union soviétique. Mais il y a aussi, on va dire, l'ALIA occidentale, qui en général est une ALIA qui n'est pas une ALIA d'urgence. Or là, maintenant, quelque part, avec ce type d'attentat, et bien sûr, personne ne souhaite qu'il se reproduise ailleurs, mais est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour mener des programmes d'urgence d'ALIA de communautés occidentales ? Oui, nous sommes tout à fait préparés. Nous avons des dispositifs qui sont préparés à accueillir tous ceux qui veulent venir sans limite. Mais maintenant, soyons quand même réalistes. Même après les attentats aux États-Unis,
ou en Grande-Bretagne récemment à la synagogue de Manchester, il n'y a pas vraiment de déferlante de Olim. S'il y a une augmentation de l'Aliyah en Grande-Bretagne, il s'exprime par 300, 400 Olim. Vous voyez ce que je veux dire. En France, l'augmentation de l'Aliyah se traduit par environ 1000 Olim de plus pour l'année qui s'achève. Ce ne sont pas des quantités comme la Aliyah russe des années 90. S'il y aura une augmentation de la Aliyah d'Australie, pour être tout à fait réaliste, je dirais qu'il s'agira d'environ 300, 400, voire 500 Olim pour l'année prochaine. Donc, il n'y a pas de dispositif à niveau d'État qu'il faudrait mettre sur place. Les dispositifs existants de l'agence juive sont tout à fait préparés à accueillir tous ceux qui viennent en Israël avec l'augmentation de la Aliyah. Et même si cette augmentation se multiplie par 2 ou par 3 par rapport aux chiffres que je viens de citer, nous avons toutes les installations et tous les dispositifs qu'il faut pour les accueillir. Eh bien, nous allons rester sur cette estimation, en tout cas optimiste, concernant la possibilité pour ceux qui le souhaitent de venir s'installer en Israël. Les portes de l'État d'Israël, il faut le dire et le rappeler, sont toujours ouvertes, plus que jamais ouvertes, on va dire, pour les communautés juives de diaspora. C'est l'appel même lancé par les autorités israéliennes après l'attentat d'hier à Sydney. Merci beaucoup, Yigal Palmor, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir informé sur ce que fait l'agence juive, également sur votre appréciation en tant que diplomate de la situation sécuritaire en Australie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Yigal. Bonne journée, Daniel.